Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO et on s'intéressera en l'occurrence à l'investissement dans les locaux commerciaux en SCPI. Quelle reprise pour ce type d'investissement après une année 2020 très compliquée, une année 2021 mitigée également. Nous en parlerons avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial Immobilier. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine où nous aborderons le thème de la retraite de l'entrepreneur. Pour beaucoup d'entrepreneurs, revendre son entreprise suffit à préparer sa retraite. Ça n'est pas toujours une réalité. Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting et Fabien Garcelon, fondateur de redchaussée.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons donc nous intéresser aux investissements dans les locaux commerciaux. Des locaux commerciaux qui ont vu des réalités d'investissement et des réalités économiques différentes. Une année 2020 qui a été très compliquée en lien avec les mesures de restriction et du coup le télétravail qui a pu en découler. Une année 2021 dont on va essayer de comprendre comment elle s'est fini, même si les locaux commerciaux et les entrepreneurs ont également connu plusieurs mesures de restriction. Puis on va essayer de comprendre un petit peu comment cette année 2022 s'est enclenchée avec Jean-Marie Souclier, directeur général de Sogenial Immobilier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On peut peut-être commencer directement par rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut parler de reprise en matière d'activité des locaux commerciaux et donc du coup d'investissement? Alors vous, c'est via des SCPI chez Sogenial Immobilier, d'investissement dans ces locaux commerciaux. Alors clairement, on peut dire qu'il y a une reprise. On a vu 2020 forcément l'année d'attentisme et puis l'année de crainte et d'inquiétude. Même si cette inquiétude ne s'est pas forcément traduite massivement par des retraits de parts de porteurs de parts. Il n'y a que quelques institutionnels qui ont fait des arbitrages. D'accord. Mais au niveau des porteurs particuliers, la plupart ont gardé quand même l'immense majorité ont gardé confiance dans le produit. C'est un produit de long terme et ils sont restés dans ce produit. Donc les investisseurs en 2020 sont restés effectivement dans le produit en attendant de voir ce qui allait se passer. Exactement. Pour la suite. D'accord. 2021 a été une année très calme, clairement. Petite reprise de la collecte, mais vraiment en attentif. Nécessairement, faire venir des gens sur du commerce qui avait été fermé pendant assez longtemps, plus ou moins longtemps, c'était un petit peu compliqué. Puis là, 2022, on voit ça repart, on voit les collectes qui remontent, on voit l'investissement qui repart, un gros intérêt qui se remet sur le commerce. On l'a vu notamment au MIPIM, le salon des professionnels de l'immobilier, qui avait lieu la semaine dernière à Cannes, sur lequel, par exemple, un programme commercial, CAP 3000, a reçu un prix. D'accord, donc en fait, on voit les investisseurs qui refont confiance finalement, si je comprends bien, dans cet investissement qui sont les locaux commerciaux. Si on parle de la réalité économique des locaux commerciaux, donc du coup ceux qui prennent des bails, qui payent des loyers tous les mois, donc du coup l'année 2020 a été complexe, mais avec un certain nombre d'aides également pour les entrepreneurs. L'année 2021, comment elle s'est déroulée pour eux? L'année 2021 c'est plutôt très bien déroulé. On a eu quelques petites phases de fermeture, quelques petits accompagnements avec les locataires, ça de façon généralisée dans les SCPI. D'accord. Ce fut vraiment à la marge et on a eu des bons taux de paiement. On a continué à louer des locaux quand ils étaient vacants. Il y a eu des libérations, mais des bonnes relocations. Donc globalement, l'année 2021 était paradoxalement, contrairement à ce que les gens pensent, plutôt bonne pour le commerce. D'accord, parce qu'on a quand même vu effectivement des mesures de restriction, des confinements, certaines professions qui ont été obligées de rouvrir, puis refermer, puis rouvrir, mettre en place des gestes barrières. Ça, d'un point de vue investisseur, pas d'un point de vue exploitant, mais d'un point de vue investisseur, on ne le ressent pas trop quand il s'agit de payer ses loyers ou retrouver un locataire si jamais le locataire venait à s'en aller. On ne l'a pas senti tant que ça. On a dû accompagner nos locataires. Clairement, à des moments, on a dû faire des petits gestes. Ceux qui étaient fermés, qui n'avaient pas moyen de faire de vente à emporter, de faire de click and collect ou de beaucoup de choses. Il y a des moments, on a dû leur faire un petit geste, en plus des aides du gouvernement. Mais c'est passé relativement inaperçu, on pourrait dire, dans les comptes de nos SCPI, puisque les moyennes de distribution se sont maintenues. Certains ont même il n'y en a pas qui ont progressé, mais il y en a assez peu qui ont baissé finalement au final. Alors vous avez plusieurs SCPI, dont une spécialisée sur les locaux commerciaux. C'est le cœur de ville, c'est ça, les locaux commerciaux. Cœur de ville, son nom est assez clair. Ça veut dire que quand on investit dans les locaux commerciaux, on investit forcément dans des grandes métropoles et forcément dans l'hypercentre des grandes métropoles. Alors on n'investit surtout pas dans les grandes métropoles. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pas que dans l'hypercentre, parce que le commerce, c'est un schéma qui est assez cyclique. Finalement, si vous vous souvenez, on entend tous à des moments le commerce de centre-ville, c'est la panacée. Et puis après, on vous explique
explique que c'est le centre commercial, puis après on vous explique que c'est les retail parks en périphérie. D'accord. Là, Ouais. pour la première fois, on a eu une époque où, pendant les confinements, on avait à la fois le centre-ville qui était la panacée puisqu'on avait la proximité, Bien sûr. on avait la périphérie parce qu'on avait l'accessibilité, on pouvait y aller dans des espaces plutôt extérieurs, faire du click and collect ou faire des courses dans des espaces beaucoup plus grands. Après, nous, en investissement, on privilégie plutôt les villes régionales, moyennes ou grandes, ça dépend. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller une SCPI, aller dans des emplacements les plus prime, les meilleures rues, ça coûte très cher, ça coûte des grands investissements. Nous, on préfère diviser les risques, aller sur des plus petites allocations et faire plutôt du commerce de proximité ou du retail park aussi, puisqu'il y a de très beaux actifs. Et alors, quand on parle de commerce de proximité, parce que c'est des réalités très différentes, en tout cas des activités très différentes, est-ce qu'on voit des tendances, je pense notamment à certains secteurs qui marcheraient mieux que d'autres, aller plus sur des locaux, par exemple pour des coiffeurs, ou en tout cas ou des petits supermarchés, parce que là, on se dirait qu'effectivement, ça se loue plus facilement et plus longtemps que d'autres types d'activités. Vous avez ce genre de questionnement, vous, chez Sogénial Immobilier? Quand on regarde le commerce, finalement, si on regarde le commerce qui était celui quand on était enfant, celui il y a quelques années et celui aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Il y en D'accord. a certains qui se sont très adaptés au e-commerce, à des choses comme ça. Le coiffeur s'est peu adapté au click and collect, par Bien exemple. sûr, oui, c'est Moins plus son compliqué. activité. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça donne du coup du commerce de proximité pérenne. Alors, ce qu'on voit, finalement, effet confinement, tout ce qui est équipement de la maison a très bien marché. Le D'accord. bricolage, la décoration, toutes ces choses-là ont bien marché. L'équipement de la personne, habillement, santé, beauté, les gens sont plus tournés vers Internet puisqu'ils connaissaient déjà les produits, ça leur permettait de s'adapter. Mais ils reviennent en boutique pour revoir les nouvelles collections, pour voir les nouvelles coupes, pour essayer, D'accord. quitte à acheter en plus. Et puis on a une grande montée vraiment, on voit une grande montée du discount, par exemple des enseignes comme Action qui ont fait un développement assez impressionnant sur tout le territoire et des enseignes qui se positionnent un peu, on voit aujourd'hui sur le même créneau, que ce soit en centres commerciaux ou en périphérie de ville. Et alors, justement, en lien avec, avec le e-commerce qui s'est énormément développé, alors ça existait avant la pandémie évidemment, mais la pandémie a mis un coup d'accélérateur. Vous parlez d'activités comme du textile ou autre. Est-ce que là, on voit un frein supplémentaire au développement de certaines activités? Comment est-ce que vous voyez ce développement du e-commerce dans une activité d'investissement pour des locaux commerciaux physiques, pour le coup? Est-ce que les gens vont encore en bas de chez eux ou est-ce qu'ils se déplacent encore? Alors les gens vont toujours en bas de chez eux et d'ailleurs en commerce on dit toujours c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Oui, C'est une phrase qui est très connue et surreprésentée, mais ça reste quand même une réalité. Finalement, quand vous avez un commerce qui est bien placé, aujourd'hui vous pouvez avoir de l'habillement, demain vous pourriez avoir une dark kitchen, c'est un phénomène d'accord. qui se développe Oui, énormément. effectivement. Vous Ouais. pourriez avoir des dark stores, alors c'est pas les plus beaux magasins, n'empêche qu'ils utilisent des mètres carrés. C'est les mêmes emplacements, entre guillemets, entre, je sais pas moi, une boutique dans le textile et une dark kitchen? Alors, ça peut être le même emplacement, ou D'accord. alors ça peut être juste à côté. Par exemple, vous prenez pas très loin d'ici, rue La Boétie, il y avait un Biocop qui est devenu un magasin, un dark store. D'accord. Et bon, c'était adapté pour faire du commerce, ils ont changé les rayonnages et fait un dark store à la place. D'accord, ok. Et donc je reviens sur la question finalement du textile, ça veut dire que oui, il y en a qui peuvent potentiellement pâtir du e-commerce, mais ce que vous dites, c'est que le e-commerce crée d'autres activités qui va venir remplacer en termes d'investissement dans les locaux commerciaux? Il y a d'autres choses, oui, ça se crée. Puis de toute façon, même le textile se réinvente. Par exemple, il y a 22 000 sites, je crois, qui ont été créés, 22 ou 28 000 sites qui ont été créés l'an dernier de e-commerce en France. Bien sûr. Et le textile, par exemple, il y a des nouvelles malles qui sortent, il y a des nouvelles tendances qui vont s'adapter. Finalement, ce qu'il faut noter, c'est que les marques, les enseignes, quelles qu'elles soient, s'adaptent toujours. En fait, quelques-unes meurent, mais ça fait partie de l'histoire de toutes les activités, finalement. Il y a des activités, à un moment, elles sont plus intéressantes. Les vidéoclubs, ça a existé, ça a disparu. Le textile, ça a toujours existé, on en fera toujours. Peut-être qu'au lieu d'avoir des immenses magasins Zara, demain, on aura des magasins plus petits, gérés différemment, gérera plus de click and collect, parce qu'ils font déjà quasiment tous. Et on pensera les choses différemment, et le commerce s'adapte. C'est ça qui est un peu magique. C'est que quand vous avez un bon emplacement, les choses s'adaptent toujours, et les choses rentrent dans une certaine normalité dans le temps, et on est sur du long terme, puisqu'on fait de l'immobilier. D'accord. Oui, donc en fait, à partir du moment où on a l'emplacement, la question n'est pas tellement de savoir quelle sera l'activité dedans, puisqu'ensuite ça évolue effectivement au fur et à mesure. Une autre question qu'on peut se poser, c'est la place toujours dans les tendances finalement de ceux qui louent, hein, des locataires, c'est est-ce qu'on est plus sur des grandes enseignes, des grandes chaînes, des franchises, ou est-ce qu'on est plus aussi toujours sur du commerce indépendant? Est-ce que là, vous avez vu une évolution depuis 2-3 ans à ce stade? Alors je pense qu'en termes depuis 2-3 ans, je ne vais pas dire que c'est une évolution, mais on a vu peut-être un recentrage des choses. Nécessairement, les grandes enseignes ont subi un peu plus de pertes, ont eu un peu plus de difficultés pendant ces périodes-là, alors que les indépendants ont eu plus de capacité à passer les choses parce que pas d'actionnaires à payer,
enfin, Bien de sûr, compte de ouais. résultats à faire, en tout cas pour des dividendes ou des choses comme ça. Donc on a vu revenir plutôt les indépendants aujourd'hui, mais on sait que c'est un peu cyclique, les enseignes vont s'adapter, les enseignes, celles qui ont eu des problèmes vont régler leurs problèmes, vont se redévelopper, et on voit qu'elles repartent quand même pas mal en développement aujourd'hui. Et alors, retour côté investisseur, Jean-Marie Souclier, quelle est la spécificité de l'investissement en SCPI? Alors, effectivement, investir en SCPI, on peut se dire ça ne change rien, quel que soit l'investissement final. Moi, j'investis toujours de la même manière, mais on peut investir en bureau, on peut investir en résidentiel. Là, on parle d'investissement spécifique dans les locaux commerciaux. C'est quoi les spécificités pour l'investisseur? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on fait de l'investissement dans les locaux commerciaux? Alors, le commercial en SCPI, c'est une diversification. En général, on commence par un fonds de portefeuille avec des grosses SCPI qui sont commerce, bureaux, enfin qui sont assez larges, D'accord. des très grosses capitalisations. Et après, les commerces, c'est souvent des SCPI plus petites parce que le marché du commerce est quand même beaucoup moins profond en termes de volume d'investissement que le bureau. Bien sûr. En général, les SCPI ont assez peu de gros centres commerciaux parce que c'est les foncières cotées qui ont les moyens de les acheter. Après, clairement, l'intérêt du commerce, c'est d'avoir la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un immobilier qu'on comprend plus facilement et qui parle plus aux gens. C'est-à-dire quand on dit on a acheté un Picard même à Limoges, la personne, elle est en bas de chez elle, elle voit à quoi ça correspond. Bien un sûr. Picard. Oui. Quand on parle d'un immeuble de bureau, il n'y a pas cette proximité. Donc le commerce, il y a d'abord cette proximité avec les gens. Donc les gens comprennent ce qu'il y a dedans. Ensuite, ce qui est assez bien avec le commerce, c'est qu'on a en général des rendements meilleurs que sur le bureau. C'est-à-dire qu'en fait, le bureau, alors on parle toujours des taux prime parce que c'est un peu l'indice, mais un taux prime en bureau, vous allez être à 2,75%, vous allez être à 3,25, 3,50 sur du commerce. Et ça va se générer. Alors, c'est pas là que les SCPI achètent, bien évidemment, mais ça va se retrouver dans toute la chaîne de valeur et tous les niveaux, finalement, du commerce, entre les plus beaux emplacements, dits prime, et puis des emplacements un peu plus secondaires, mais très commerçants. On va garder une meilleure rentabilité. Ensuite. Et alors, si on parle de rentabilité, j'aime bien qu'on parle de risque. Moi aussi, ça veut dire que c'est un peu plus risqué d'investir en locaux commerciaux? Alors, vous avez un peu plus de risques parce que techniquement, vous avez des indépendants, vous avez des choses comme ça par rapport à un Google qui pourrait être votre Bien sûr. locataire ou à Total qui pourrait être votre locataire, Total Énergie. Donc, vous avez un peu plus de risques. Mais finalement, si vous choisissez les bons fondamentaux, vous essayez de trouver plutôt des activités en croissance et pas acheter des vieilles activités, sauf pour un emplacement. Des fois, on achète un truc un peu vieillissant parce qu'on sait que l'emplacement sera bon. Bien sûr. Et Ouais. après, la SCPI, elle va accompagner. Ce que le bureau fait en restructuration dans le temps et en mesure d'accompagnement, la SCPI peut le faire à des moments, en mesure un peu de relocation. On a très peu de travaux à faire dans nos boutiques quand on a des boutiques indépendantes. Et puis des fois, oui, on a un locataire qui dépose le bilan, et on récupère les locaux, on remet en location, on perd un peu de loyer. Mais finalement, entre perdre 6 mois, 9 mois de loyer parce qu'on reloue, et puis perdre 2 ans de loyer parce qu'on restructure un immeuble entier, le choix peut être vite fait. Oui, on comprend aussi qu'il y a peut-être un peu plus d'agilité du fait de la taille de ce qui est loué au final. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sogénial Immobilier. Merci de nous avoir permis de comprendre un petit peu l'état des lieux de ces investissements en locaux commerciaux donc, en ce début d'année 2022. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons évoquer ensemble la retraite de l'entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise. En effet, pour bon nombre d'entrepreneurs, revendre son entreprise suffit, au moins en théorie ou en tout cas dans l'idée, à préparer sa retraite ou en tout cas à financer sa retraite. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce une vraie réalité? Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Alors vous allez nous expliquer qu'il faut peut-être anticiper sa retraite un petit peu avant la revente de son entreprise. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau de Smart Patrimoine Fabien Garcelon, fondateur de rez-de-chaussée.com. Bonjour Fabien Garcelon. Bonjour Nicolas. Donc bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes entrepreneur, Fabien Garcelon. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à votre retraite? On y pense très tôt en fait quand D'accord. on est chef d'entreprise, parce qu'on souvent on se met un peu en perspective, aussi bien dans le business qu'à titre personnel. Bien sûr. Donc oui, on y pense. Vous avez commencé à y penser à quel âge du coup? Dès que j'ai été en fait indépendant, D'accord. il y a une quinzaine d'années à peu près. C'est dans le process en fait classique. On se dit finalement, d'un côté mes revenus ne vont plus dépendre que de mon activité et donc mes cotisations ne vont plus dépendre que de mon activité, donc il va falloir que je pense aussi à ma retraite. Oui, et puis psychologiquement on n'est plus salarié. Salarié, il y a quand même une forme de confort. Bien sûr. Où on n'a pas cette inquiétude-là dans la majorité des cas. Et c'est quand on est indépendant, obligatoirement, c'est logique d'y penser en même temps qu'on crée sa société. Sonia Elmlinger, alors on va évidemment évoquer ensemble les différents dispositifs pour préparer sa retraite, mais juste avant, l'entrepreneur, celui qui monte son entreprise et qui ensuite la dirige, il cotise quand même pour sa retraite.
Oui, oui, il cotise. Alors après, ça dépend de son statut. Il peut avoir un statut de dirigeant salarié ou un statut de non salarié. D'accord. Bon, le dirigeant salarié cotise plus, donc il aura plus à la retraite. Et Bien le sûr, dirigeant ouais. non salarié cotise moins, il aura moins. Donc effectivement, le dirigeant non salarié est déjà beaucoup plus Protégé. Ouais. non salarié, Oui, il est justement beaucoup plus enclin à se dire non, je cotise moins, donc j'aurai moins à la retraite que le dirigeant salarié. Parce que alors, le dirigeant non salarié, lui, quand il se retrouve à la retraite, enfin lui ou elle d'ailleurs, on se retrouve en fait sur des niveaux de rémunération, si on peut appeler ça une rémunération, en tout cas de pension, qui sont bien moindres que ce qu'il a pu connaître lors de sa vie professionnelle. Oui, oui, tout à fait. Pour la retraite, en tous les cas, on estime qu'un dirigeant, salarié ou non salarié, va avoir une chute de revenus environ de 60 à 70% à la retraite. Ah oui, Ce sont oui. des chiffres très importants. Mais bon, en même temps, à 60 ans, on a une espérance de vie de 23 ans pour les hommes et de 27 ans pour les femmes. Bien sûr. Donc on comprend le problème des retraites et l'anticipation qu'il va falloir avoir, effectivement. Bon, si je comprends bien, Fabien Garcelon, il faut que rez-de-chaussée.com marche très bien, que vous le revendiez très bien, et puis c'est bon, votre retraite est réglée. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien. Ouais, J'aimerais bien. Déjà, dans chaque activité, il y a une valorisation de la société. C'est pas parce qu'on a une société qu'elle vaut beaucoup d'argent aussi. Bien sûr. Ouais. Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte. Il y a aussi l'investissement qu'on peut faire grâce à la société sur de l'immobilier, par exemple. D'accord. Il y a un process qui est assez classique pour les chefs d'entreprise, qui est d'acheter leurs propres locaux et de les financer par une SCI et faire porter, par exemple, le règlement des loyers par cette SCI. Donc, en plus du montant de la société qui est susceptible d'être valorisé et revendu plus tard, on peut aussi profiter de son activité pour faire l'acquisition d'un bien immobilier qu'on revendra également ou pas avec la société. Qui permet effectivement d'avoir un investissement immobilier en plus. Donc Exactement. on est dans la pierre, quoi. On est dans le dur. Sonia Elmlinger, justement, cet investissement immobilier, c'est peut-être le premier réflexe qu'un entrepreneur doit avoir pour se composer un patrimoine au-delà de son entreprise. Tout à fait, comme le disait Fabien, l'immobilier d'entreprise, ça c'est vraiment un des moyens et c'est extrêmement utile. Donc on crée une SCI qui va abriter l'entreprise. Vos bureaux, votre entreprise. Et c'est l'activité de l'entreprise qui va payer les loyers, donc qui va financer, entre guillemets, le remboursement. Oui. Mais l'immobilier est acquis au nom de l'entrepreneur. Au nom de la SCI. Au nom de la SCI. Et l'entrepreneur est actionnaire de la SCI. Exactement. Et tout à fait. Donc après, effectivement, il peut le garder et percevoir les loyers, même s'il a vendu son entreprise ou vendre le tout. Il peut aussi penser à sa résidence principale. Quand on est jeune, on peut quand même avoir une capacité d'emprunt. Et puis ensuite, il y a tous les systèmes, bien sûr, d'épargne, les PER, les assurances-vie, l'épargne salariale également, qui sont possibles. Eh ben, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail. Quand on est entrepreneur, effectivement, qu'on a déjà une entreprise, qu'on a pu faire une acquisition immobilière ou non, quels sont les dispositifs plus classiques qui existent? Est-ce que déjà, ça change quelque chose si on est salarié ou non salarié? Là encore, déjà, l'épargne salariale, si on prend celui-là, ça n'existe que pour le dirigeant salarié. Alors non, aujourd'hui, l'épargne salariale, on peut justement, en tant que travailleur indépendant, à partir du moment où on a un salarié, on peut utiliser ce dispositif. Même pour soi, même si soi-même, on n'est pas salarié. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis il y a également le PER qui a quand même un très gros succès puisqu'il y a plus de 50 milliards aujourd'hui d'encours sur le PER depuis 2019, depuis la loi Pacte. Donc là, ça permet aux dirigeants salariés ou non salariés de se constituer un capital pour la retraite, sorti en rente ou en mixte rente-capital. Bien sûr. Il y a une déduction d'impôt à l'entrée, donc ça peut être intéressant. Mais un chef d'entreprise sur un PER, il peut aller, un PER professionnel, il peut aller jusqu'à 76 000 € de versement par an. Donc c'est quand même des montants. C'est pas le même PER que le salarié classique d'une entreprise. Là, pour le coup, c'est un PER professionnel. C'est ça, c'est pour les indépendants finalement. Voilà, enfin c'est effectivement plus pour les entrepreneurs. C'est l'ex-Madelin. Voilà. D'accord. Oui, okay. Ça s'appelle PER. Tout a été regroupé, mais c'est l'ancien Madelin, retraite Madelin. Et alors, on reviendra sur l'épargne salariale, mais le PER, c'est un très bon exemple. Donc en fait, on est chef d'entreprise. On cotise, on cotise pas, mais on verse régulièrement sur son PER donc des sommes pour préparer sa retraite. Quand on crée son entreprise, qu'on a 30 ans ou même qu'on est 40 ou 50 ans, il y a quand même cette idée, quand on verse sur un PER, d'immobilisation, alors sauf quelques cas de sortie, mais d'immobilisation de l'épargne. Quand on est
chef d'entreprise ou entrepreneur qu'on ne sait pas de quoi va être fait la vie économique de son entreprise sur les prochaines années, peut-être qu'on va la revendre, peut-être qu'on va avoir besoin d'argent, comment est-ce qu'on fait pour arbitrer les sommes qu'on verse sur son PER en anticipation de la retraite comparé à les sommes dont on va peut-être avoir besoin dans 2 ans pour assurer une trésorerie personnelle, par exemple? Alors, c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est, surtout quand on monte son entreprise, c'est difficile d'épargner. Donc, il faut commencer petit. Pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a 45 ans, par exemple, va verser 300 € sur un PER jusqu'à ses 65 ans. Il pourra quand même prétendre à une retraite, enfin une rente autour de 380 € par mois et un capital d'un peu plus de 100 000 €. Donc, petit à petit, c'est pas négligeable. Et puis, au fur et à mesure des années, quand on a un peu moins d'endettement, faut augmenter ses versements, sachant que, comme vous le disiez, en cas de problème grave, on peut quand même débloquer invalidité, surendettement, etc. On peut débloquer... En surendettement, on peut débloquer son PER pour venir essayer d'assainir un petit peu la situation. Tout à fait, en cas aussi de liquidation judiciaire, enfin ce genre de problème très très grave, on a quand même un déblocage anticipé. Donc voilà, ça sécurise malgré tout. Ça peut permettre de rassurer peut-être l'entrepreneur qui commencerait à souscrire à un contrat PER. Alors Fabien Garcelon, je ne vais pas vous demander si à titre personnel vous avez un PER, mais cette question d'arbitrage entre temps long et temps court. Alors effectivement, quand on est salarié dans une situation un peu plus confortable, on a déjà cet arbitrage entre mes projets court terme et mes projets long terme, mais quand on est entrepreneur et qu'on se dit que il peut se passer, la conjoncture peut être très mauvaise, mon entreprise peut ne plus me rémunérer du tout, elle peut perdre de la valeur. Comment est-ce que moi, d'un côté, je sécurise demain tout en réfléchissant à après-demain? Ça rentre dans le cadre de la gestion de tous les jours d'une entreprise où on prévoit aussi les moments difficiles. L'avantage avec les produits que propose Sonia, c'est que c'est modulable. Donc on a fait une bonne année, on va en profiter pour sortir un petit peu de cash de la société et puis aller le mettre au chaud dans ce genre de produit. Tout en sachant que s'il y a le moindre problème, en effet, on peut récupérer cette somme. Donc, ce n'est pas une vraie problématique. C'est juste une décision de gestion en tant que chef d'entreprise, à vouloir se donner un petit peu de confort et puis savoir bien gérer ses flux financiers. Bon, alors, sachant qu'effectivement, donc là, le PER, donc effectivement, les fonds sont bloqués, mais il y a d'autres mécanismes. Il y a l'assurance vie où là, pour le coup, c'est plus simple, entre guillemets, de faire rentrer et sortir des flux d'argent. Vous nous avez parlé du PER, vous nous avez parlé d'épargne salariale également. Alors, l'épargne salariale, moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, je suis entrepreneur, j'ai un seul salarié. Je peux moi aussi utiliser ce mécanisme alors même que je ne touche pas de salaire finalement, je ne me paye pas en salaire tous les mois. Oui, tout à fait. Il y a pas mal, dans l'épargne salariale, là, il y a pas mal de mécanismes. Il y a le PEE, donc avec l'abondement. Il y a également le PERCO, enfin la possibilité de mettre de l'argent pour la retraite. Donc il y a quand même aujourd'hui, avec des charges très limitées, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'imposition, enfin pas de charges sociales. Donc c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour le chef d'entreprise et également le chef d'entreprise salarié ou non salarié. Vous pouvez en bénéficier et puis en faire bénéficier aussi vos salariés. D'accord. Alors après, il faut quand donc même... Là, c'est l'entreprise qui cotise pour moi quelque part finalement. Tout à fait, tout à fait. Enfin, l'entreprise que j'ai créée, dont je suis propriétaire, donc c'est logique quelque part. Mais donc du coup, effectivement, c'est l'entreprise qui cotise pour moi, entrepreneur. Tout à fait. Et pareil pour le PER entreprise, on va dire. Il y a aussi le PER catégoriel. Donc là, c'est pour les dirigeants salariés. Pour certaines catégories de salariés, là, c'est une obligation de l'entreprise de verser pour ses salariés. Donc ça peut être aussi un dispositif intéressant. Et alors, au-delà donc du coup de cette épargne salariale ou du PER, comment est-ce qu'on peut préparer sa retraite quand on est entrepreneur, des mécanismes plus classiques qui sont connus par le grand public, si je puis dire, l'assurance vie par exemple? L'assurance vie, oui, tout à fait. Alors c'est complémentaire avec l'épargne salariale ou le D'accord. PER. Ah oui, c'est pas un choix, c'est qu'en fait il faut faire un petit peu de tout, c'est ça pour diversifier non seulement ceux dans quoi on investit et en plus de ça les différents mécanismes d'entrée ou de sortie. Tout à fait, parce qu'effectivement l'assurance vie, comme vous le disiez, c'est disponible
disponible tout de suite. Bien sûr. Donc là, ça peut être une poche de cash si jamais on a un problème. Alors par contre, là, quand on met dans de l'assurance vie, c'est pas comme le PER avec une déduction donc fiscale à l'entrée, mais c'est disponible. Donc c'est vrai d'avoir un mixte des deux, ça permet quand même de bien se couvrir. Et puis il faut le faire le plus tôt possible. Et puis évidemment l'immobilier, là c'est plutôt Fabien qui est le professionnel de l'immobilier, parce que ça utilise le levier de l'endettement et ça permet donc de se constituer un patrimoine pour la résidence principale ou pour du locatif aussi. Et de cumuler sa possibilité de remboursement personnel, mais aussi celle de l'entreprise. Fabien Garcelon, je vais vous embêter encore un peu. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de retraite à 60 ans, à 65 ans. Vous êtes capable de nous dire à quel âge vous partirez à la retraite aujourd'hui ? Aux alentours des 70 ans, je pense. 70 ans, donc déjà 5 ans de plus que ceux qui partiraient le plus tard à la retraite. C'est un peu le piège quand on est chef d'entreprise aussi et qu'on a la chance de faire un métier qu'on aime. On n'a pas obligatoirement mis en perspective d'arrêter. D'autant plus que moi, je suis dans une activité où plus le temps est mon ami. Plus je suis présent sur le marché, plus je suis reconnu et plus mon métier est agréable à faire. Donc je pense que je vais le faire encore très longtemps. Est-ce que ça peut arriver, un entrepreneur qui se dit « Tiens, je partirai à la retraite à tel âge » et au final, la situation de l'entreprise fait que, en fait, il faut encore attendre quelques années. Ça, c'est quelque chose c'est un piège, entre guillemets, ou un risque que l'entrepreneur doit avoir en tête ? L'entrepreneur, il ne fait que de prendre des risques. Donc, votre question, elle est intéressante, mais elle est intrinsèque au business de l'entrepreneur. C'est une aventure, donc on sait à peu près quand on commence, on ne sait jamais vraiment quand ça va se terminer et comment ça va se terminer. D'où l'intérêt d'avoir quand même d'être prudent avec les produits de Sonia, en investissant aussi dans son entreprise, dans l'immobilier, en achetant sa résidence principale. C'est tout un tout qui fait qu'on est beaucoup plus rassuré, quoi qu'il arrive, dans la vie de la société. Sonia Elminger, même question sur ce timing de départ à la retraite. Quand on est entrepreneur, effectivement, on peut se fixer un objectif et en fait se rendre compte que c'est pas du tout le bon moment pour vendre son entreprise ou que y a des problèmes. Donc en fait, il faut rester. On estime à 3 ans le temps où il faut rester ou à 5 ans ou autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On retarde sa retraite ou on trouve des solutions intermédiaires ? Oui, justement, là, on ne sait pas si ça va continuer, mais je pense, j'espère. On peut quand même en parler, puis on verra. Voilà, tout à fait. Il y a un système qui existe. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre retraite à 62 ans et faire un cumul emploi-retraite. Et notamment pour le travailleur indépendant, il n'y a pas de plafond. Donc, ça permet soit de vendre et de rester un petit peu dans l'entreprise tout en ayant sa retraite et puis d'accompagner le repreneur, soit de compléter ses revenus après l'âge légal, si on a tous ces trimestres, etc., de la retraite. Donc, c'est un très bon dispositif pour aller peut-être jusqu'à 70 ans, comme le disait Fabien. Donc, ça veut dire qu'on prend sa retraite, théoriquement, administrativement, mais on se lève le matin, on continue à aller travailler. Tout à fait, on continue à aller travailler et à compléter ses revenus. Donc on continue à toucher un revenu de son entreprise. Une rémunération. On peut faire un mix aussi avec des dividendes. Donc si on est dirigeant salarié, ça peut être très intéressant de faire un mixte dividendes et revenus complémentaires avec le cumul emploi-retraite. Et alors quel intérêt d'actionner ce mécanisme de retraite si on continue à aller travailler? C'est qu'ensuite on peut aménager peut-être le temps de travail qu'on passerait au sein de son entreprise? Oui, effectivement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les clients en général lèvent le pied. D'accord. Donc ils font un cumul emploi-retraite, mais ils vont quand même travailler moins avec un stress en moins. Un stress peut-être en moins, exactement. Et puis peut-être être dans une autre optique également de transmission. Donc ça fait une transition en douceur. Merci beaucoup Sonia Elminger, directrice générale de Social Care Consulting, de nous avoir expliqué comment on peut préparer sa retraite quand on est entrepreneur. Merci également Fabien Garcelon, fondateur de redchaussée.com, pour votre témoignage un petit peu sur ces questions de retraite que tout entrepreneur se pose. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.